Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Lisa fait partie de ces très jeunes entrepreneuses qui portent des projets ayant du sens. En 2019, alors qu'elle était encore étudiante, Lisa commence à réfléchir à un projet de création d'entreprise. Durant 6 mois, elle rencontrera plusieurs étapes avant de se lancer dans son projet. En fait, ça a été un enchaînement de choses qui lui feront avoir le déclic. Par exemple, lors de l'ascension de l'application Yuka, Lisa était alors stagiaire marketing-développement au sein d'une grande entreprise de cosmétiques. Ils ont alors commencé à scanner tous leurs produits et se sont rendus compte que la quasi-totalité était mauvais pour la santé. Lisa a commencé à se pencher sur la compréhension du rapport entre le corps et la science. Quel est l'impact des cosmétiques sur notre corps ? Elle s'est aussi rendue compte que les shampoings naturels étaient pour la plupart des produits solides qui ne font malheureusement pas l'unanimité, loin de là. Nous sommes très peu à souhaiter tester ou adopter le shampoing solide et ceux qui le testent abandonnent souvent. Lisa a mis 2 ans à préparer et à travailler sur sa marque Elao pour fabriquer des shampoings liquides, naturels et bio. C'est drôle car Lisa représente vraiment bien sa marque, elle est dotée d'une chevelure de rêve. Porter un tel projet demande d'être passionnée, audacieuse, tenace. C'est aussi beaucoup d'investissements financiers, mais aussi une importante charge mentale. Je ne sais pas vous, mais quand l'application Yuka a pris davantage d'ampleur, c'était l'alu total. Se rendre compte que depuis des années on utilisait des produits nocifs pour notre corps, que le marketing autour de toutes ces marques était en fait un énorme bullshit, mais surtout que toutes ces marques n'hésitaient pas à mettre nos santé en danger simplement pour vendre. Ouais, ça me choque encore. Du coup, je me retrouvais à scanner 72 produits dans le rayon, parfois juste par curiosité, et je me suis quand même dit qu'on nous prenait bien pour des cons. Alors non seulement Lisa porte ce projet avec le cœur, mais aussi avec beaucoup de bienveillance. Elle n'est pas obsédée par le fait de vendre absolument. Même si elle sait que cela peut nuire à son entreprise, par contre, elle est déterminée à nous proposer des produits de grande qualité. Dans cet épisode, Lisa partage avec nous sa vision sur le monde des cosmétiques, sa stratégie et les détails de cette aventure qui représente aujourd'hui une immense partie de sa vie et de son quotidien. Salut Lisa! Hello Sandra! Comment vas-tu? Eh bien très bien, et toi? Écoute, je vais très très bien, je te remercie ma chère Lisa. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Lisa en quelques mots? Oui, bien sûr, donc moi c'est Lisa Chino, j'ai 24, bientôt 25 ans et je suis la fondatrice de Lao, qui est une marque dédiée aux soins du cheveu au naturel qui s'est lancée cette année. Exactement. Et donc Lisa, si je comprends bien, tu as lancé ce projet, commencé à travailler sur ce projet quand tu étais encore en train de faire tes études, donc tu étais très jeune. Est-ce que du coup tu peux nous raconter un peu ton parcours? Oui, alors après un bac S, j'ai l'impression de faire un petit peu entretien d'embauche. Après un bac S, je suis allée en bachelor affaires internationales à l'EM Strasbourg et j'ai voulu continuer pour aller vers un master, toujours en affaires internationales, mais à Grenoble cette fois. Et pendant mes études, du coup, je suis partie faire une césure à Paris pendant 1 an où j'ai intégré 2 grosses entreprises dans les cosmétiques, ce qui m'a appris énormément de choses et qui a fait qu'au milieu de mes études, j'ai décidé de créer ma boîte qui s'est lancée 1 an après la fin de mes études, soit après 2 ans de travail. Et alors comment est-ce que tu as eu l'idée de ce projet? Pourquoi tu as eu l'idée d'un projet autour des cosmétiques naturels? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Bah, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu l'ambition de créer une marque de cosmétiques, même en étant plus jeune. Même les cosmétiques en général, c'est un domaine qui m'intéressait, mais c'était pas non plus une passion. En fait, c'est plus le côté, compréhension du rapport entre le corps et la science qui m'a intéressée. Alors ça a l'air très, très ennuyant comme ça, mais c'est la vérité en fait. Quand j'ai intégré du coup les groupes en cosmétique, j'étais en marketing développement produit, donc mon métier c'était de développer les produits cosmétiques avec la recherche,
avec les achats, packaging, avec voilà, vraiment tout le monde, la communication. Et ça a vraiment réveillé en moi l'envie de comprendre l'impact des cosmétiques qu'on utilisait sur notre santé, sur notre corps. Et tout à l'heure, tu me disais effectivement qu'il y avait, pas mal de shampoings, solides qui voyaient le jour, d'alternatives, mais qui faisaient pas forcément, le taf quoi, que tu trouvais pas forcément hyper efficace ou hyper agréable, donc il y a eu de ça aussi? Exactement, en fait, c'est, en 6 mois, il s'est passé énormément de choses. Ça a été en 3 étapes. Étape 1, j'intègre le groupe cosmétique et j'apprends énormément de choses et je me rends compte de beaucoup de choses, ce que j'ai décrit. Ensuite, je revois un ami d'enfance qui a créé sa boîte jeune et je me dis: «En fait, c'est possible» et 3e et dernier constat qui m'a achevée et qui a fait que j'ai décidé de créer Lao, c'est en effet quand moi-même j'ai voulu passer à des cosmétiques naturels pour les mêmes raisons que tout le monde et que je me suis retrouvée avec des cheveux dans un état pas possible et puis après des jours et des jours, d'enquête à essayer de trouver une marque qui soit vraiment transparente, vraiment naturelle, qui me fasse envie, tester plein de produits, je me suis dit: «Bon, ben, il est peut-être temps de faire quelque chose». Et surtout que toi, tu as quand même une chevelure absolument extraordinaire. C'est Ah, ça ça me fait aussi qu'il plaisir. faut dire. Bah, écoute, j'ai de la chance avec ça, hein. Je pense qu'il y a une partie de génétique aussi. Mais c'est vrai que j'ai des très longs cheveux, et pour ceux qui ne voient pas à quoi je ressemble, je suis, est-ce que je suis encore blonde? J'ai beaucoup foncé ces dernières années, mais, je suis allée, on va dire blond foncé. Des fois, on dit blond vénitien, ça dépend de la luminosité. Mais ouais, j'ai les cheveux, jusqu'au bas du dos. Voilà. Et du coup, c'est parti de ça aussi, c'est parce que tu avais l'habitude d'entretenir, ta longue chevelure, ta longue crinière? Et alors même pas, parce que moi, si tu veux, j'ai Ah! toujours eu une routine très simple. Alors moi, c'était vraiment, très minimaliste, hein. C'est, j'utilise un shampoing, le premier que je trouve et puis, un après-shampoing quand j'y pense. C'était vraiment ça, hein. Moi, j'utilisais très peu de produits et en fait, j'avais pas de problème avec le fait d'utiliser des produits chimiques. Donc mes cheveux n'étaient pas abîmés, juste ils étaient très gras, c'est-à-dire qu'ils graissaient très vite. Et en fait, je me suis aperçue plus tard que c'était à cause des sulfates qui étaient contenus dans les shampoings. Donc ils avaient quand même des problèmes dus aux produits trop forts que j'utilisais, qui étaient des produits de grande surface. Un petit peu plus quali, mais des produits de grande surface quand même. Mais c'est vrai qu'après, moi, j'avais pas une routine très compliquée, hein, sur mes cheveux. Et justement, c'est pour ça que j'ai souffert 2 fois plus en passant au naturel, parce que, il a fallu que je comprenne vraiment, ce qui se passait, pourquoi on n'utilisait pas forcément les produits de la même façon, surtout quand j'ai essayé le solide, ah ouais, pour moi, ça a été difficile. Mais surtout que honnêtement, pour être transparente avec toi, moi, j'ai Ouais, déjà essayé des shampoings solides parce que j'ai une copine oui. qui est hyper, là-dedans, voilà et honnêtement, j'ai trouvé ça horrible, quoi. Enfin, mes cheveux, ils étaient tout collés. En plus, moi, j'ai des longs cheveux aussi et ils sont Ouais. assez fins, donc ils s'en mêlent vachement vite. Mais c'était l'horreur, quoi. Mmh. C'était pas un Mmh. moment de plaisir, tu vois? Donc je veux Ouais, bien faire des trucs écolos, mais si c'est pour à chaque fois, passer c'est un ça. moment affreux à te laver les cheveux, c'est horrible, quoi. Beh, oui, mais ça a été mon constat aussi, c'est de voir qu'en fait, j'avais fait une étude de marché, hein. Sur 400 personnes, il y avait 92 qui utilisaient du liquide, 8 du solide ou même moins de 8, peut-être 6 et 18 qui avaient abandonné. J'ai dit: «Mais pourquoi est-ce qu'on s'acharne à essayer de forcer les gens à adopter le solide, si la plupart ne supportent pas?» C'est pas possible et en fait, il y a Mais une oui. raison structurelle, hein, pour, faire très, très simple et pas rentrer dans les détails, les shampoings solides, c'est 40 à 90 d'un agent lavant, donc il y a pas de dilution de l'agent lavant, donc c'est très fort sur le cuir chevelu. C'est pour ça qu'on a tout de suite une réaction, Ah des oui. réactions assez difficiles sur le cuir chevelu, avec des cheveux, un petit peu secs des fois, avec des fois des problèmes de cuir chevelu, parce qu'on dilue pas, donc c'est très, très fort. Et donc toi, quand tout à l'heure, tu me disais aussi un truc, assez intéressant, c'est que tu me disais, bah, pendant que tu as eu ces plusieurs prises de conscience, et du coup après tu t'es dit: «Bah, pourquoi pas, lancer, un projet de ce type autour du shampoing naturel, liquide». Mais tu m'as aussi parlé du fait que, effectivement, il y avait cette application Yuka, qui Ouais. commençait à être de plus en plus, on l'utilisait de plus en plus, notamment concernant nos cosmétiques et on a commencé à avoir peur Mmh. effectivement, Mmh. par rapport au choix de nos cosmétiques qui, en fait, étaient tous pourris. Ouais, Quand tu regardais sur Yuka, effectivement, moi, la première toujours, mauvais, très mauvais, moyen, attention, allergène, super c'est grave. vrai. Genre, Non, mais ça devenait l'horreur, quoi, d'aller dans le rayon cosmétiques. totalement. Non, mais totalement. En fait, c'est dramatique parce que moi, je m'étais comme beaucoup de gens, je m'étais jamais trop posé la question de ce qu'il y avait dans mes cosmétiques avant de me retrouver à travailler dans le domaine des cosmétiques et comme tu l'as dit, en fait, vraiment, ça a été un enchaînement de circonstances, hein. Ça a été, tout ce que j'ai décrit avant, plus comme tu l'as dit,
qu'il y a eu Yuka qui a sorti sa version cosmétique de l'appli et que le groupe dans lequel je travaillais, ils se sont mis à scanner tous leurs produits, puis on a vu les résultats qui étaient pas jolis. Et de l'autre côté, génial! ah ouais, ça, moi je l'ai vu de l'intérieur. Et de Ah ouais, l'autre c'est ça. côté, moi-même, du coup, j'ai commencé un peu à regarder ce qu'il y avait autour de moi. J'ai pris du recul quand même sur les applications parce que bon, voilà, c'est pas toujours très exact. Et puis des fois, on va faire peur aux gens pour rien ou pour pas grand-chose. Mais c'est vrai que ça m'a quand même poussée à moi-même vouloir mieux comprendre ce qu'il y avait dans mes cosmétiques pour plus avoir besoin de passer par une appli, mais pour mieux comprendre par moi-même, en fait, pour mieux décrypter. Démêler le faux du vrai. Et comment on fait alors? Comment t'as fait toi? Donc si on revient en arrière, t'es étudiante, tu es en école Ouais. de commerce. Comment ça s'est passé? Comment tu as posé la première pierre de ce projet? Alors, je crois que la première pierre, c'était d'abord de candidater dans un gros groupe, donc ça a été vraiment, de me retrouver dans le domaine des cosmétiques à être, tous les jours à fond dedans. Ensuite, faut savoir que moi, quand je travaillais dans ce groupe-là, j'étais dans le solaire et le solaire, c'est un des cosmétiques les plus, complexes et aussi, les plus importants parce que c'est quasi de la prévention contre le cancer et donc je travaillais énormément avec les équipes de R&D, de recherche, mais aussi, voilà, de recherche, d'analyse et je devais lire des études scientifiques, très complexes, en anglais, sur des actifs, pour bien, tout comprendre et pouvoir, restituer les informations, par exemple aux dermatologues avec lesquels on travaillait et donc ça a été pour moi la première pierre, ça a été de réaliser qu'en fait, de réaliser les interactions entre les molécules et le corps et de comprendre que j'avais la capacité, même sans avoir un background scientifique très poussé, j'avais la capacité de comprendre au moins une bonne partie des informations pour peu que je me mettais vraiment dedans et donc Ouais. ça a été pour moi la base. Et quand est-ce que tu as commencé à réellement concrétiser ce projet, à commencer à écrire un peu les premières lignes, de ton projet? Comment ça s'est passé? Alors c'était, quasi un an après, le début de mon stage, donc ça a été, 1er stage, fin du stage 6 mois après, deuxième stage donc quasi un an après le début de mon entrée dans les cosmétiques. Comment j'ai commencé? Ben, il y a eu tout le cheminement que j'ai décrit tout à l'heure et puis, donc moi je me retrouve un peu, avec cette idée-là de me dire: «OK, moi j'arrive pas à trouver un shampoing naturel qui me convient». Dans le même temps, je vois qu'il y a plein d'autres gens qui ont des problèmes de cheveux, qui sont pas contents du solide. Que j'ai un ami à moi qui sait créer une marque de cosmétiques, qui a plein de contacts, qui peut m'aider et je me retrouve à postuler quand même pour des alternances pour ma dernière année d'études et là, tu vois, tu as 2 portes devant moi. Soit je signe une alternance, j'intègre un énorme groupe de luxe et je continue dans le salariat et je continue dans un parcours un peu plus classique. Soit je plaque tout, je laisse tomber l'alternance et je monte là-haut. Et pour prendre la décision, je suis allée faire un startup week-end. Donc j'ai regardé, sur internet, j'ai trouvé le premier startup week-end qui arrivait en termes de timeline et c'était à Nantes. Donc je suis allée à Nantes. Le week-end, 2 jours après, je suis partie à Nantes et j'ai repoussé mon dernier entretien pour l'alternance et à Nantes, du coup, j'ai pitché là-haut, j'ai travaillé sur le projet pendant 54 heures et je me suis retrouvée, Waouh! gagnante. Voilà, gagnante du concours et je me suis dit: «OK, Ah peut-être qu'il y carrément! a» ouais, j'ai gagné le startup week-end et ça a été plus loin que ça puisqu'en fait, je me suis retrouvée en finale mondiale, avec, 50 Ah! pays, 50 autres équipes. Enfin, c'était un truc énorme et je m'attendais pas du tout à ça et surtout sur un concept assez, simple quand même, hein. On parle d'un shampoing, OK, un très bon shampoing, mais un shampoing quand même. Donc je me retrouve en finale mondiale et je fais une vidéo pour cette finale pour obtenir des votes. Je me rappelle encore, j'avais pas dormi pendant 3 jours, j'arrive à Paris, j'étais en stage le matin, je travaille toute la journée. Le soir, j'étais même pas rentrée chez moi, hein, je suis passée de Nantes, je suis arrivée le matin à Paris, je suis allée directement au boulot sans passer par chez moi et et ensuite, le soir, je me retrouve à filmer la vidéo, je la poste 2 jours après sur LinkedIn et là, un buzz sur LinkedIn auquel je m'attendais pas du tout. C'est 130 énorme. 000 vues, des milliers de messages, de Ah! commentaires. Je me rappelle, pendant quelques jours, j'étais inondée vraiment de messages de gens importants aussi, de gens qui avaient monté des boîtes, qui avaient, beaucoup plus d'influence que moi, qui me disaient, «Faut que tu te lances, vite, ça y est, là, on aimerait faire un partenariat avec toi, quand est-ce que tu te lances?» Des gens qui m'écrivaient: «Bonjour, Énorme. j'aimerais acheter votre shampoing», mais le shampoing il n'existait pas. Il y avait rien, il y avait juste un concept. Donc Il est ouais, dans ma c'était tête! dingue.
C'était ça, en fait, il y avait juste un concept. Enfin, franchement, si tu regardes la vidéo, tu pourras la regarder à la fin, tu vois à quoi ressemblait le shampoing au début. Ça n'a absolument rien à voir avec maintenant. Même le concept était très éloigné, enfin plutôt éloigné. Enfin, tu vois, c'était un peu ce qu'on appelle la preuve de concept en marketing. Donc Tout à fait. voilà, j'ai eu ma preuve de C'est concept fou. et j'ai laissé tomber l'alternance et je suis allée rejoindre Pépite, étudiant entrepreneur et c'était parti. Incroyable. Et à ce moment-là, du coup, tu annonces, j'imagine à tes parents, à ta famille: «Coucou, Ouais, ben, moi, je vais pas prendre un CDI dans une énorme boîte, c'est ça. je vais lancer ma propre boîte». Comment Ouais. ils ont réagi? Papa, maman, je fais du shampoing. Bah, écoute, mon père, il a eu la réaction la plus bizarre, je pense qu'on j'aurais pas pu la j'aurais pas pu l'inventer. Il m'a dit: «Pourquoi tu fais pas un shampoing bleu?» Je ne sais pas d'où il a eu cette idée-là, mais OK. je sais pas, il a dû se dire que c'était original, que ça allait, sortir un peu de je lui ai dit: «C'est pas vraiment le concept», donc je pense qu'il a pas, mon père, il est profession libérale, donc c'est pas du tout son domaine, je pense qu'il a pas vraiment tout à fait compris, mais et ma mère non plus, mais j'ai eu de la chance, c'est qu'ils m'ont tout de suite soutenue. Alors je dirais pas non plus qu'ils étaient au taquet derrière moi en train de dire: «Incroyable, ma fille va lancer une marque». Ils étaient juste, à me soutenir discrètement, mais ils étaient là et ils le sont de plus en plus et voilà et c'est vrai que c'est important. Ils m'ont pas mis de bâton dans les roues, mais il faut savoir aussi que moi dans ma vie, ils m'ont vu créer pas mal de projets et que, ils me Ah! considèrent comme, assez débrouillarde donc c'est un peu ce qui est ressorti de la première conversation, c'est, «Écoute, on sait pas trop ce que tu es en train de faire, mais tu as l'air de savoir où tu vas et tu t'es toujours dépatouillée, donc on pense que tu vas te débrouiller». Voilà. Énorme, c'est une super réaction. Et pourquoi tu dis: «Ils t'ont vu créer plein de projets»? Quel projet tu as déjà créé? Alors moi j'ai fait, alors c'est pas un projet entrepreneurial, mais j'ai fait le 4L Trophy par exemple. 4L Ah Trophy donc oui! voilà, tu connais, c'est, 1 semaine, Oui! 10 jours dans le désert marocain, donc tu dois tout faire en amont. Tu as un budget d'environ 10 000 €, tu dois trouver une 4L, la retaper, trouver plein de sponsors pour financer tout le voyage, trouver des fournitures scolaires, de l'équipement médical ou scolaire pour ramener à une école, au Maroc, pour voilà, pour aider un petit peu, en local. Et du coup, c'est une aventure, énorme et moi ça m'a énormément fait mûrir, mais du coup la préparation, ça a été quand même 10 000 € à trouver de nulle part en sponsor, préparer une voiture, organiser des événements et ils m'ont vu galérer, vraiment. Je vais pas dire que ça a été facile, mais voilà, ça s'est très bien passé. J'ai réussi le matin même à boucler le budget, et je suis partie, pour 15 jours, incroyables qui m'ont beaucoup fait grandir donc ça a été un de mes projets. Puis après, j'ai toujours eu plein de petits projets qui ont abouti ou pas, mais voilà, de plein de petites choses que j'ai faites, pendant mes études, à côté, voilà. Oui, tu es pleine d'idées, en fait, pleine d'envie, tu es Ouais, créative, ouais, 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 ça j'ai me fait penser à quelqu'un. j'ai besoin de bouger en fait, j'ai besoin qu'il y ait toujours quelque chose qui se passe. Alors, franchement même là, moi il y a certains projets que je vais pas te dire, c'était des trucs incroyables, mais si tu demandes à mon frère ou à mes parents, ils vont te dire: «Ah mais elle a fait des trucs, mais alors Lisa, elle se débrouille toujours pour retourner sur ses pattes, c'est dingue». Et hier, C'est énorme. très bon exemple, hier, donc j'étais à un salon et je croise, une amie de bachelor et elle me dit qu'elle était en cours avec mon frère, parce que mon frère a fait la même école que moi et elle dit que mon frère lui avait dit: «Mais ma sœur, elle réussit tout ce qu'elle fait, c'est dingue» et même moi j'étais étonnée qu'ils disent Ah! ça, tu vois? Alors est-ce que je C'est trop réussis beau. tout? Je sais pas si je l'aurais décrit comme ça, mais voilà, ça m'a fait plaisir. Bah oui, tu m'étonnes. Bah, en tout cas, c'est vrai que, parce qu'on a discuté un petit peu, avant avec Lisa et de ce que tu me dis, tu as mis quand même beaucoup de temps à préparer ce projet. Tu as l'air très, perfectionniste, soucieuse. Tu lances pas quelque chose, sans être certaine d'avoir, fait, tout le travail nécessaire avant. Enfin, j'ai l'impression que tu fais les choses quand même, très bien quoi, de correctement, réfléchies, on va dire. Ouais, en fait, j'ai vraiment besoin de ce côté organisé parce que ça me rassure et en fait, j'ai toujours un peu peur de me lancer dans un projet et de foncer dans le mur et comme je suis un peu, dans le côté précautionneux, voilà, je vais être très organisée, je vais essayer d'anticiper au maximum, de parler à beaucoup de gens, je suis assez carrée, ouais, dans ma façon d'organiser pour essayer d'amortir les dégâts au cas où je me rate. Ouais, mais c'est bien, c'est super bien. Tu vois, moi, par exemple,
voilà, pour faire un peu un petit parallèle, bah, moi, je suis pas du tout comme toi. Moi, c'est vraiment et des fois, je le regrette, hein, parce qu'en fait, le fait de vouloir aller vite, dès que j'ai une idée, ah beh, hop, c'est bon, je le lance, 3 mois après, le truc voit le jour. Enfin, tu vois, en fait, je devrais d'ailleurs, plus prendre le temps de Ouais. réfléchir, de m'organiser, de faire les choses, tu vois, correctement. Ça prendrait peut-être plus le temps, mais ce serait peut-être, plus stratégique, en tout cas. Non, non, mais je vois totalement ce que tu dis. Je suis partisane, moi, de, construire une base solide avant de lancer la suite. Tu vois, sur Lao, j'aurais pu lancer Lao beaucoup plus vite que ce que j'ai fait. Il y a certaines choses que j'aurais pu faire différemment, que j'aurais peut-être dû faire certaines différemment. Mais tu vois, par exemple, j'ai voulu investir dans certains postes, assez lourds de dépenses dès le départ pour construire une base solide pour que la suite, fonctionne, bien, tu vois? Par exemple, quand j'ai, gagné le Startup Weekend et que j'ai été contactée par beaucoup de monde, on m'a dit: «Mais là, tu prends une marque blanche, c'est-à-dire une formule toute prête, tu la mets sur le marché, tu verras plus tard pour l'améliorer, il faut que tu te dépêches de vendre, il y a plein de gens intéressés». Et moi, j'ai dit: «Non, je veux créer une marque forte». Des marques de cosmétiques, il y en a 1 milliard. Des marques qui font du shampoing, il y en a 1 milliard. Si je crée pas un produit qui se différencie, si je sors un produit qui n'est pas fini, qui n'est pas correct, c'est même pas la peine, je tiendrai jamais dans la durée. Donc j'ai pris le temps d'investir dans de la recherche et du développement, de déposer un brevet, de créer une identité graphique, propre et différenciante et tu vois, voilà, de construire la base. Mais c'est vrai que ça a été, Ouais, mais ça, c'est galère. incroyable. Mais pour moi, c'est ce qui peut être un facteur de succès par la suite. Je dis pas que ça va faire la différence et je dis pas que c'est forcément une bonne idée. Je sais pas si avec le recul, si j'avais fait autrement, si ça aurait mieux marché. Mais en tout cas, voilà, c'est ma vision. Oui, mais en fait, moi, je trouve ça hyper intelligent et puis, de toute façon, tu avais envie de porter un projet qui avait du sens pour toi, Ouais, et du coup, de faire un produit en marque blanche, ça aurait pas été vraiment aligné avec tes valeurs, je pense, totalement. tu aurais pas été, hyper à l'aise, en fait, de promouvoir un projet, qui Ouais. finalement ne ressemblait pas à ce que tu avais imaginé, donc je peux tout à fait comprendre. Je serais incapable de vendre un produit en lequel je ne crois pas, que je ne crois pas. Ouais, C'est très simple, hein. Je pense ouais, que ouais, ouais, je comprends. tout commercial a besoin de croire, en le produit qu'il présente, sinon ça peut pas marcher et moi je suis pas commerciale, moi je suis avant tout mon métier c'est le développement produit, hein. C'est pour ça que j'ai fait un bon produit. Eh bah, oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Et du coup, c'est sur ça que je voulais rebondir, c'est que finalement, toute cette préparation t'a pris quand même 2 ans. Ouais. Ouais, c'est ça, 2 ans de préparation, en commençant par le Startup Weekend le 21 juin 2019, fête de la musique et ensuite, voilà, ça a été, trouver des financements, faire un cahier des charges, trouver le laboratoire, adéquat pour faire une formule qui tienne, et qui soit vraiment différenciante, déposer un brevet, organiser la campagne de crowdfunding, faire toute la communication, toute la charte graphique, tous les labels aussi et ensuite, faire la production et voilà, ça a fait 2 ans de développement au total, ce qui est encore très rapide, hein. Pour tout ce que j'ai fait, ça a été très rapide. Après, je suis toute seule, donc les décisions sont vite prises, mmh, mais Oui, ouais. bien sûr. Mais c'est vrai que c'est long. D'ailleurs, comment est-ce que tu as trouvé, je sais pas moi, déjà à partir de quoi sont faits tes produits? C'est-à-dire que est-ce que tu utilises des plantes, en particulier? Comment tu as choisi, ce que tu allais mettre les ingrédients que tu allais mettre dans tes produits? Et surtout, qui est-ce qui les confectionne ces produits? Comment tu as fait pour trouver, les bonnes personnes en fait? Alors, commençons par les plantes. Moi, je voulais faire du naturel, je le savais, mais faire du naturel, pour moi, ça ne fait sens que si on le fait avec du bon sens et de façon raisonnée. C'est-à-dire que je vais pas aller, mettre une plante dans mes shampoings, si je peux l'éviter, si je vois que c'est une plante qui nécessite de faire de la déforestation. Par exemple, je vais pas mettre, 10 d'huile de tournesol pour laquelle on a dû raser une forêt, dans mes shampoings en disant: «Regardez, il est écolo, il y a de l'huile, végétale dedans». Ça fait pas sens. En fait, je suis allée chercher des plantes, qui ont un impact environnemental maîtrisé et notamment des partenaires qui maîtrisent, leur environnement. Comme par exemple le chanvre d'Alsace, donc là, c'est 2 frères qui travaillent avec des agriculteurs dans toute l'Alsace, proche de Strasbourg et donc ils convertissent les agriculteurs qui, traditionnellement en Alsace travaillent le maïs, pour, les faire planter des graines de chanvre. Les graines de chanvre, en fait, ça pousse comme de la mauvaise herbe. Donc c'est, une plante qui ne nécessite, ni pesticides, ni irrigation, qui n'appauvrit pas vraiment le sol et qui en plus, favorise la pollinisation. Donc c'est une plante, qui est bien plus vertueuse que le maïs qui nécessite beaucoup d'eau et des pesticides.
Donc ça fait sens en fait de convertir les agriculteurs à ce genre de plantes et d'utiliser la surface agricole pour du chanvre. Puisque c'est une plante où on peut en faire énormément de choses. Et elle n'est pas que dédiée au shampoing, on en fait beaucoup d'autres choses. Oui, tout Ensuite, à fait. ensuite la mélisse et l'ortie que j'ai choisi pour les 2 shampoings. Donc il y en a un qui est purifiant à l'ortie et le deuxième nourrissant à la mélisse et au chanvre. L'ortie et la mélisse, elle est cueillie à la main dans la forêt à la serpe par un herboriste qui s'appelle Samuel, qui la distille ensuite dans un alambic en cuivre à l'ancienne sans conservateur. Ça fait très long, mais c'est vrai. Là, Énorme. en fait, l'idée, c'est qu'il va prélever dans la nature ce dont on a besoin sans appauvrir la nature, tu vois. On va vraiment prendre à des endroits où on sait que c'est bon, en fait, qu'il ne va pas y avoir d'impact sur la faune et la flore locale. C'est du bio, C'est génial. évidemment. Voilà, c'est une démarche raisonnée. Je suis pas allée chercher un beurre de karité de Madagascar ou une huile de coco au fin fond de l'Indonésie où on va exploiter des singes ou déforester. Voilà, après, est-ce que le produit est parfait? Je vais pas non plus te dire que oui, on peut toujours faire mieux, mais j'essaye en tout cas de réduire l'impact à toutes les échelles et d'avoir surtout une vraie traçabilité sur l'origine des ingrédients pour le corps et pour l'environnement. Et ça doit être génial, j'imagine, d'aller, du coup, à la rencontre de ces agriculteurs, de les voir faire, parce que j'imagine que tu es allé sur place, tu es allé voir comment ça se passait. C'est génial aussi ce côté-là de l'aventure. Ouais, alors, bah, moi, pour te dire, mes producteurs de chanvre, je les ai trouvés sur Instagram, ça paraît très étonnant. Mais ils sont très actifs sur Insta et donc je les ai trouvés là-bas et ensuite ils m'ont proposé de venir à une dégustation de chanvre parce qu'ils vendent aussi des produits dérivés du chanvre, de la graine, de la protéine, de la farine, ils font plein d'autres choses et donc ils organisent des dégustations, dans les champs de chanvre directement pour découvrir la plante. Donc je suis venue l'été dernier, à cette dégustation-là. Et on a commencé à travailler la plante un peu avant et un vrai coup de cœur évidemment pour les 2 frères qui cultivent le chanvre, qui le travaillent et qui sont en pleine expansion. Ouais, c'est vraiment hyper important pour moi le côté humain et même, l'opérateur de production dans l'usine qui fabrique mes shampoings, je vais peut-être revenir là-dessus, lui-même m'a dit: «Ah waouh, j'ai eu vos producteurs au téléphone, ils sont sympas, hein». Je dis: «Ah ouais, ça vous arrive pas souvent?» Il travaille avec beaucoup de marques, hein. Je lui dis: «Ça vous arrive pas souvent?» Il me dit: «Alors non, hein, les marques, elles veulent, l'ingrédient le moins cher, donc nous, on va chercher des ingrédients en Chine, donc c'est pas Ah du tout le oui. même rapport, quoi. Ouais. Bah oui, non, mais c'est sûr que c'est pas le même rapport du tout même, Mmh, mmh. Ouais, ça effectivement. change tout. Et alors je sais que tu es allé aussi, tu es allé plus loin dans le concept, écologique, naturel et cetera. Et j'imagine du coup que ton packaging est aussi, comment dire? Il est, éco-responsable? Exactement. En fait, dès que j'ai su que je voulais faire du shampoing liquide, le packaging, ça a été mon premier souci et du Eh coup, bah ça a oui. commencé il y a 2 ans déjà, hein, ma recherche de packaging, hein. Ça a commencé dès le Startup Weekend. J'ai essayé de trouver un moyen de rendre le packaging le plus écologique possible sans faire de greenwashing. C'est difficile, hein, de pas faire de greenwashing, même, involontairement. Parce que, vous allez à des salons et vous avez plein de fabricants de packaging qui vont vous vendre des packagings qu'ils vous, revendiquent recyclables, qui dans la réalité ne sont pas recyclés si vous les mettez dans la benne et ça, c'est pas normal. J'ai un exemple, Oui. très, très bien. En ce moment, on fait du polyéthylène à base de sucre. Donc ils vont, prendre de la canne à sucre au Brésil et ils vont le transformer en plastique et ils vont vous dire que c'est un plastique végétal, c'est hyper écolo, mais ça reste en plastique, et ça n'est pas recyclé en France et ça, c'est assez chaud et j'ai vu une affiche qui m'a particulièrement choquée, j'en ai fait un post LinkedIn. Le slogan, c'était: «Vous mettrez bien un peu de sucre dans votre polyéthylène?» Et je crois que ça résume beaucoup, beaucoup, beaucoup les démarches. En tout cas, il y avait pas de packaging parfait. Donc j'ai fini par choisir l'option qui pour moi était la meilleure et j'ai fait aussi voter les gens qui suivaient le projet à l'époque. Donc j'ai choisi des flacons en aluminium qui sont imprimés en offset, donc le décor est directement dessus, il n'y a pas d'étiquette. Ce sont des packaging qui me permettent en fait de mettre en place un système de consigne dans toute la France des flacons. Donc si vous achetez à Paris votre shampoing soit en ligne, soit en boutique, vous pouvez le ramener en boutique dans n'importe quel point de vente là-haut et la boutique va le garder et dès qu'ils en ont assez, ils vont me les renvoyer et nous, on va les laver et les remettre dans le circuit quand on refait une production. Système de consigne très classique. Ce qu'il faut savoir, c'est que je viens d'Alsace et qu'en Alsace, la consigne n'est jamais morte.
et que j'habite à côté de l'Allemagne et pareil, en Allemagne, on a de la consigne même sur le plastique. Donc j'ai toujours grandi dans cette logique de consigne, c'est quelque chose que je comprends et que j'assimile depuis, toute petite et donc ça paraît logique de le faire, sur les shampoings. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est super, c'est hyper important de faire ça. Et donc pendant ces 2 ans, je me rends pas compte, Lisa, est-ce que ça t'a demandé beaucoup d'investissement en termes, financiers, hein? Ouais, il y a eu beaucoup d'investissements financiers. Après, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été très, très, très bien accompagnée. Donc moi, j'ai fait un prêt bancaire qui a été garanti, donc garanti par, France Active, qui est un très bon organisme. Et ensuite, j'ai, été subventionnée par, la région Grand Est et j'ai eu, la bourse, French Tech de la BPI. Donc ça m'a permis Ah de financer génial! voilà, ça m'a permis de financer une partie des dépenses engagées, sachant que c'est très lourd quand on veut déposer un brevet, faire des tests, financer les achats de matières premières. Voilà, il y a beaucoup de choses, qu'on dépense au début pour réussir à se lancer donc ouais, beaucoup de budget. Ouais, 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 tout à fait. C'est vraiment un on se rend pas compte, hein, on se rend pas compte que c'est un projet qui demande effectivement, beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion, de l'investissement, de la stratégie, des bonnes décisions. Enfin, Mmh. voilà, c'est quand même assez compliqué donc c'est quand même, c'est fort de ta part de monter un tel projet, aussi jeune, toute seule. Donc je comprends bien, tu as eu quelques accompagnements mais quand même c'est quand même, il faut être costaud, quoi. Il faut être costaud, et j'en viens du coup à ma question suivante. J'imagine que tu as dû connaître des moments un petit peu compliqués. Ouais. Quels ont été du coup pour toi les moments les plus compliqués de cette aventure? Hem, Moi, j'ai eu comme énormément d'entrepreneurs beaucoup, beaucoup de hauts et des bas. Je pense que j'en ai toutes les semaines. Des fois, c'est des raisons toutes bêtes. C'est juste, il y a un jour où je me dis: «Oh, je suis nulle, ça va pas fonctionner», donc c'est pas forcément, j'ai pas forcément de raison particulière et des fois, il y a eu des raisons particulières, notamment, après la campagne Ulule, quand j'ai vu que ça avançait pas aussi vite que je voulais, donc j'allais pas pouvoir livrer les gens aussi vite que je voulais. Parce que, il a fallu faire beaucoup d'allers-retours pour, les étiquettes, enfin les étiquettes, le décor des flacons, notamment pour réussir à faire en sorte que les diffusions de couleurs, se matchent bien avec le flacon. J'ai eu un très bon partenaire qui a été très rapide, mais quand même, ça prend du temps de faire les allers-retours et aussi avec la toxicologue parce que, tout est évidemment, fait, avec des professionnels, hein, parce qu'il y a une forte réglementation et heureusement dans les cosmétiques. Et donc ça a été une période très difficile pour moi parce que ça avançait pas assez vite et du coup, je commençais à recevoir des messages. Encore, ça allait en novembre, mais je recevais des messages des gens qui me disaient: «Ah, on a hâte de le tester». Moi aussi, j'avais hâte de leur livrer, mais je savais pas quoi leur dire de plus à part, j'essaye d'aller vite, mais je peux pas aller plus vite. Et le coup de grâce, ça a été donc j'ai fait le pilote de la production en janvier, 2021. Ça s'est très bien passé, la formule était comme il fallait, elle, se mélangeait très bien dans les plus grosses cuves, hein, parce que tu vois, on le fait en laboratoire sur des petites cuves et puis ensuite on fait sur, plus d'une tonne en laboratoire, plus d'une tonne en usine donc Ah faut oui! pas le Waouh! rater. Si tu le rates, tu jettes beaucoup de matières premières, ça fait un gâchis monstrueux et ça fait beaucoup d'argent de perdu. Donc fallait pas se rater, c'était un moment clé et ça s'est bien passé. Par contre après il y a eu, des retards de production, énormissimes où j'avais pas beaucoup d'informations de la part de l'usine parce qu'ils étaient sous l'eau, parce qu'ils sont sursollicités et du coup, c'était très, très stressant pour moi parce que les gens commençaient à me demander, quand ça arrivait donc on devait livrer fin janvier et on a livré en mai quand même. Ça a été, pour moi, c'était une catastrophe, hein, tu vois? Comme tu l'as dit avant, je suis organisée, j'aime bien quand tout est timé et quand je ne maîtrise pas Bien certains sûr. aspects et je peux pas tout maîtriser, c'est extrêmement frustrant pour moi. Du coup, là, C'est dur. c'était très, très difficile quand j'ai appris qu'il y aurait autant de retard de production, et que je pouvais rien faire. À part essayer de prévenir les gens, mais j'avais pas tellement d'infos à leur communiquer, donc qu'est-ce que je pouvais dire? «Bon, on aura du retard», alors c'est difficile, ouais, Ouais, c'est difficile. ouais. Est-ce que tu as déjà eu envie de baisser les bras? De baisser les bras, pardon? Je pense que j'ai eu des doutes où je me disais: «Est-ce que j'ai bien fait de me lancer dans ce domaine aussi concurrentiel? Est-ce que ça va fonctionner?» mais est-ce que je me suis dit que j'allais tout laisser tomber? Sérieusement non. Non, je pense pas. D'ailleurs, ce que je pense que mon point de référence, c'est de me rendre compte que par rapport à d'autres amis entrepreneurs, je suis jamais allée regarder d'offres de CDI dans mon domaine. Tu vois? Je suis pas allée, sur Ah! LinkedIn regarder s'il y avait Oui. des postes de chef de projet et je dirais même que j'ai été recontactée par mon premier stage, en cosmétique, par le groupe de cosmétiques, 1 an après, la fin de mon stage pour, me récupérer
et j'ai dit: «Non». Donc tu vois, ouais, je Ah pense ouais, que d'accord. c'est bon signe. Après, est-ce que là-haut va fonctionner? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'ai eu la foi, j'ai envie de tout donner et voilà, on verra. Et tu soulignes un point important, c'est vrai qu'il y a énormément de concurrence. Comment tu gères ça? Est-ce que tu vas souvent te balader sur, d'autres sites, les comptes Instagram des autres concurrents? Ou est-ce que tu es plutôt en mode, tunnel, et tu évites de regarder justement, de te polluer l'esprit avec la concurrence? Alors au début, je le faisais énormément et je stressais beaucoup pour, rien, donc je regardais toute la concurrence, les newsletters, ce qu'ils faisaient, comment ils le faisaient et puis après, j'ai réalisé quelque chose de très important, c'est que, des marques qui font exactement la même chose que moi, il y en a quasi pas, voire pas du tout. En fait, je connais pas une seule marque qui a exactement le même positionnement que moi. Je parle de, un positionnement vraiment ultra clean sur des produits, consignés, sur, le mode de distribution que j'ai, je n'en connais pas et ça s'est affiné, tu vois? Le début, j'avais pas vraiment défini quelle était ma cible, comment allait être mon produit, donc pour moi, tout le monde était un concurrent potentiel et maintenant que j'ai un produit très défini, un concept très défini, je vois beaucoup moins de concurrents autour de moi. Et je me rends compte qu'en fait, mes clients, ce sont des gens qui achètent c'est aussi bien des gens qui sont très green que des gens qui achètent hier, un shampoing, en grande surface. Et du coup, pour moi, la concurrence, c'est plus une menace, c'est plutôt, un moyen d'essayer de se différencier, en fait. Donc c'est toujours essayer de faire en sorte d'être différent des autres. Donc je regarde plus vraiment ce qu'ils font maintenant. Je regarde, enfin, tu vois, j'ai un Google Alert pour regarder un peu ce qui se raconte. Je suis un peu quelques marques, mais honnêtement, j'essaye de faire un petit peu ma sauce et d'être un peu différente, sur ma façon de faire. Je pense que c'est plus sain Mmh, et je bien stresse sûr. moins. Ouais, 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 non, mais vraiment. Ouais, ouais. Je pense que et puis c'est ce qui fait aussi de la personnalité de ta marque, en fait. Si tu passes ton temps à regarder, à t'inspirer des autres et à finalement faire une sorte de copier-coller, Ouais, tu vois? Bah, finalement, ouais, ça perd de ta personnalité. Donc c'est vrai que, moi, je suis alignée avec ça. C'est-à-dire que je pense que c'est important de pas trop regarder et de rester, dans ton truc, dans ta personnalité, avec tes idées ouais. et je pense qu'effectivement ça pollue plus qu'autre chose de passer son temps à regarder les autres. Totalement d'accord, ça te pollue l'esprit, ça t'empêche de te concentrer sur toi et justement, comme tu disais, ça tue ta créativité. Donc je pense que voilà, si tu veux te développer toi, faut te concentrer sur ta marque et sur tes clients et sur, la façon dont tu vas être différent et voilà. Après moi, je suis même amie avec certaines marques, qui pourraient être qualifiées de concurrentes, on se soutient quand même entre nous, voilà, il y a pas de problème de ce côté-là maintenant donc voilà. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et c'est quoi alors l'objectif pour ta marque, je sais pas moi, d'ici juin prochain, ça serait quoi pour toi l'idéal? Alors d'ici juin prochain, j'aimerais, avoir des distributeurs dans toute la France, des revendeurs dans toute la France pour mettre en place le système de consigne correctement. Là, j'ai vraiment beaucoup travaillé ces derniers mois pour essayer de me dépêcher d'avoir des distributeurs partout, pour que les gens qui, finissent leur shampoing puissent les ramener. Évidemment, ça va jamais aussi vite qu'on le veut, mais j'en ai déjà une trentaine donc je me plains pas, c'est déjà pas mal. Et maintenant, voilà, d'ici à juin, je veux juste en avoir beaucoup plus pour faire un bon maillage territorial et pour toucher tous les gens qui ont acheté en e-commerce. Et ensuite, pour juin l'année prochaine, j'aimerais avoir sorti, d'ici là mon soin, puisque je travaille sur un soin pour agrandir la gamme. J'ai énormément de demandes sur le fait, de créer des nouveaux produits. Alors, comme je le dis tout le temps, ça prend du temps, donc désolée, je ne vais pas sortir, en 2 mois, un soin ou un après-shampoing ou un Ah bon? shampoing sec. Parce que je vais faire comme j'ai fait, jusqu'ici, je vais le développer avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention et voilà. Bon après peut-être qu'avec le temps, j'irai de plus en plus vite parce que, j'apprends, mais il y a certaines périodes qui sont incompressibles. Bien Donc sûr. voilà, j'essaye d'aller le plus vite possible et agrandir la gamme, avoir de nouveaux réseaux de distribution et gagner en notoriété, c'est hyper important. Ouais, tout à fait. Ça fait partie des choses les plus difficiles. Et donc tout à l'heure, tu me disais, tu te fais aider quand même, tu agrandis l'équipe de temps en temps avec des stagiaires, c'est ça? Ouais, ça m'arrive, ça m'est arrivé, j'ai eu plusieurs stagiaires, qui ont été, très, très bien
Et là, c'est vrai que pour l'instant, pour la rentrée, j'ai pas eu le temps de recruter. C'est-à-dire que j'ai mis une offre et j'ai une cinquantaine de CV déjà pré-triés dans ma boîte mail. Il faut juste que je prenne le temps de me pencher dessus. Mais c'est vrai que j'ai besoin de me faire. Alors, je suis accompagnée, mais j'ai besoin de m'entourer pour aller plus vite et plus loin. Ça, c'est sûr. Il faut juste que je prenne le temps de le faire. Tu bosses toute la semaine, Lisa, ou tu fais quand même, tu t'octroies des moments off le week-end? Non, j'avoue, je bosse toute la semaine. Toute la semaine. Mais tu veux dire Après, 7 jours sur 7? ouais, je bosse 7 jours sur 7 tout le temps, depuis 2 ans. Je n'ai pas vraiment pris de vacances depuis 2 ans. Après, si une fois de temps en temps, si par exemple, il y a un matin, je me lève, je suis pas en forme, je sais pas, j'ai mal au ventre, j'ai pas envie, je suis fatiguée, il fait moche, tu vois? Je vais pas me forcer. C'est-à-dire, je vais pas être là à essayer désespérément d'écrire un mail, c'est pas la peine. J'ai cette liberté de gérer mon emploi du temps comme je le veux et du coup, même si je bosse 7 jours sur 7, c'est un choix, donc j'ai pas l'impression de bosser 7 jours sur 7. Et quand je me suis pas en forme ou que j'ai pas envie, je peux skipper des jours. Donc j'ai pas pris de vacances officiellement, mais disons j'ai pris des pauses, des pauses de une demi-journée, quelques heures, une journée, normal quoi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, Ouais, moi, je peux te donner quand même qu'un conseil, c'est de te préserver quand même et de... ouais, je sais, hein, moi, la première, pareil, je dis toujours, bah moi, si j'ai envie de bosser le soir, je suis tellement contente de bosser sur les locomotives que c'est comme si je matais une série Netflix. Mais, exactement. mais en fait, il y a quand même beaucoup de stress, de pression derrière. Ouais, Et c'est vrai que, tu vois, pour te faire un retour d'expérience de ma part, quand j'ai coupé pendant une semaine pour partir en vacances, etc., en fait, quand tu reviens, mais t'es 10 fois ouais. plus, tu vois, plus forte, t'as plus de confiance, plus d'énergie, t'es plus dynamique. Donc, c'est hyper bénéfique, en fait. Après, moi, mon gros problème, c'est le côté charge mentale, c'est que je n'arrive jamais à décrocher dans ma tête. C'est très, très difficile pour moi de décrocher. Ah ouais, mais... Et si je décroche, je me sens coupable. C'est-à-dire que et ça, il faut que je Ah travaille là dessus, hein. là. Mais si, par exemple, ben, tu vois, je suis partie dans le sud cet été et quand je te dis j'ai pas pris de vacances, c'est parce que dans ma tête, j'étais ici. C'est-à-dire que dans ma tête, il y avait toujours, là-haut dans un coin de la tête avec, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça et en septembre, ça va se passer comme ça, où, c'est assez fort quand même. Où, voilà, ouais, je culpabilise des fois de quand je vais pas assez vite ou je travaille peut-être pas assez fort ou tu vois? Et bon, ça se travaille, hein, mais je pense qu'on a tous un petit peu. Puis en plus, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Donc Ah donc là là. voilà. Oui. Après, je suis pas malade, j'ai pas de maladie mentale, mais voilà, j'ai un peu quand même le syndrome de Non, mais bien sûr. l'imposteur et voilà. Mais et puis en plus, surtout quand tu regardes les entrepreneurs sur LinkedIn, surtout sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que tout le monde est toujours au top de sa forme, travaille de 6 heures du matin avec une morning routine, du yoga, du sport, un petit café matcha Thai, tout ce que tu veux. Le midi, ils mangent sainement. L'après-midi, ils ont des rendez-vous, des lives, des trucs, des machins. Ils vendent super bien et ils finissent à 23h30, voire 3h du matin. Puis ils se relèvent à nouveau le 6h. Enfin, des fois, quand tu suis les entrepreneurs sur les réseaux, t'as l'impression que t'es la pire des merdes, que Non. tu vas pas assez loin, que t'es pas assez performant. Mais bon, après, j'ai pris du recul là-dessus. Mais voilà, par rapport aux autres, des fois, si tu te compares, t'es pas aidé, hein. Ouais, non, alors surtout, dis-toi bien que tout ça, c'est bullshit, hein, Ouais, évidemment. ouais. Et pour le coup, non, non, enfin, moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs l'année dernière, parce que je bossais pour une sorte d'accélérateur Mhm. privé. Et je peux te dire que tout le monde trime, tout le monde galère, que les routines, bullshit, hein, Ouais, voilà. Voilà, je pense que tout ça, c'est un peu ce qu'on s'imagine des autres parce ouais. que ben on voit ça à travers les réseaux et tout, mais c'est absolument pas le cas et vraiment déculpabilise. Et je pense que, enfin moi, il y a un truc auquel je crois beaucoup. Je suis vraiment sincèrement persuadée que ça sert à rien de bosser de 7 heures du mat à 21 heures. Mais Ah vraiment. oui, ouais. Ouais, mais moi aussi, hein. Moi aussi, je pense que, comme tu le dis, des fois, tu as des moments des coups de mou et en fait, ça sert juste à rien de te coller devant ton ordi et d'essayer de te forcer parce qu'en fait, tu es pas Mais oui. productif. Donc moi, c'est pour ça que des fois, il y a des périodes horaires dans la journée, des fois, par exemple, des fois après le repas, de 14 à 15 heures, c'est même pas la peine, je m'endors à moitié sur mon ordi et ben, je vais, aller plus mollo ou je vais faire une petite sieste et ensuite après je reprends 2 fois plus fort. Mais oui, Mais bien pour moi, il sûr. faut travailler quand tu es productif, sinon ça sert à rien juste de souffrir, quoi.
Mais exactement, exactement. Mais oui, c'est ça, voilà, c'est une longue, enfin, c'est une thématique qui est compliquée. Il y a plein de sujets. Les Ouais, entrepreneurs, on a tous des souffrances diverses et variées. c'est Mais il y clair. a plein de remèdes, clairement. Je sais pas si tu as déjà écouté les épisodes des Locomotives jusqu'au bout, mais bah, du coup, surprise, si tu pas au courant. Mais à la fin de chaque épisode, en fait, je demande si tu as un conseil ou une phrase qui te guide, toi, dans ta vie. Dans ma vie ou dans mon job? C'est Ah, comme tu veux. Ça dépend si allez, ton job, c'est ta vie, je sais pas. ouf, un petit peu en ce moment. Je peux en donner 2 peut-être. Alors, un dans la vie, un Vas-y. dans le job. Dans le job, je vais commencer par là-haut, c'est de ne pas déléguer ce qu'on ne maîtrise pas. Je m'explique. Par exemple, j'ai un ami à moi qui avait délégué, toute la com de sa boîte et il s'avère que déjà ça lui coûtait extrêmement cher et qu'en plus c'était très mal fait. Mais comme il n'a aucune notion en com, il ne s'en est pas rendu compte. Ça a duré plus d'1 an, in fine, et maintenant il est en procès avec, la boîte qui faisait sa com. Donc il s'en est pas rendu compte en fait. Oh Donc là là. pour moi, tu ne délègues pas ce que tu ne maîtrises pas un minimum, histoire de te rendre compte que si la personne, que tu as engagée fait mal le taf. Donc ça permet de mieux maîtriser Oui, et entrepreneur, c'est comme vrai. on le sait, c'est beaucoup de métiers. Donc ça c'est un peu mon tips de job, c'est on délègue que ce qu'on maîtrise un petit peu et ce qu'on comprend. Et ensuite, en perso, moi j'ai une citation, alors ça paraît très niais, hein. J'ai une citation, d'Oscar Wilde en tête, encore une fois très niais. C'est: «Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais». J'adore. C'est une Pardon, citation qui je me t'ai coupé. Pardon. J'adore cette phrase. Pardon, je te laisse la redire pour qu'on puisse bien entendre. je disais: «Ce sont les folies les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais». C'est vraiment une citation qui me parle, qui me poursuit depuis, facile, 7-8 ans. Et en fait, ça drive toute ma vie et c'est pour ça que mes parents me voient comme une personne très extravertie, qui fait plein de projets, qui fait plein de choses. C'est que je me dis toujours: «Et pourquoi pas, en fait?» Il y a beaucoup de gens qui voient le verre à moitié vide. Moi, je fais partie des gens qui voient à moitié plein et qui dit: «OK, si j'ai un choix, il y en a un qui est un peu plus fou que l'autre, je vais sûrement faire le choix un peu fou et je vais suivre mon instinct». Et pour moi, c'est un peu ça les folies, c'est de se dire: «OK, si tu penses que tu vas regretter plus tard de ne pas faire ce choix, alors fais-le et au moins tu auras pas de regrets et tu auras peut-être appris des choses». Voilà. Non, mais complètement d'accord. J'aime beaucoup cette phrase et elle est souvent dans ma tête aussi. Donc Tu valides. j'adhère, je valide Super. complètement. Et la dernière question avant de mettre un terme à notre échange, Lisa, c'est quel était, pardon, ton rêve de petite fille? Tadam! Ah et ben, je vais te décevoir, je n'en avais pas vraiment. Je pen Oh, comment je ça? me suis cherchée pendant tellement longtemps. Déjà, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, je sais pas pourquoi, mais j'avais pas beaucoup de souvenirs. Je me rappelle, jouer avec les autres enfants et cetera et cetera. Mais est-ce que j'avais un rêve? Non, j'avais pas vraiment de rêve de petite fille, je me suis beaucoup cherchée. En fait, ça, c'est un peu ce que je faisais quand j'étais enfant. J'étais, tu vois, au collège, au tout début collège, quand j'avais 11 ans, j'étais la première à foncer au comment on appelle ça? Tu sais, le bureau de l'orientation, pour essayer de lire toutes les fiches et savoir ce que je Oui, voulais faire plus tard parce que j'en avais aucune idée. C'est vrai, c'est dingue, je passais des c'est heures dans ce magique. bureau-là à lire toutes les fiches et à me demander ce que j'allais bien pouvoir faire plus tard, et j'avais envie de tout faire, en fait. Je voulais être avocate, je voulais être médecin, je voulais tout faire. Et et en C'est fait, trop drôle. je crois qu'entrepreneur, ça résume bien parce que je suis un peu au milieu. Alors, je suis pas avocate et médecin, mais je m'intéresse à la science. Je fais forcément un petit peu de droit, il y a forcément une petite partie légale dans l'entrepreneuriat. Je suis un peu au milieu de tout et je crois que ça résume bien là où je me cherchais. Mais complètement, tu es multitâche, Voilà, multicasquette. c'est ça. C'est tout à fait ça. Bon, super. Lisa, merci beaucoup de nous avoir raconté ton histoire et d'avoir partagé tout ça avec nous. Je te souhaite une très très bonne continuation et bien sûr beaucoup de succès. Eh bien, merci à toi Sandra de m'avoir accueillie pour ce podcast et puis à bientôt. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera grandement à augmenter la visibilité du podcast, mais aussi à le faire connaître. Tu peux aussi rejoindre la communauté sur Instagram pour ne manquer aucune actualité et également rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Crew. À bientôt!